On est là pour toute la quinzaine de Wimbledon, alors si tu ne veux rien manquer de mes quotidiennes, abonne-toi juste ici, mon très cher Goth. Benoît Paire adore l'argent, par contre le tennis c'est plus forcément trop ça. Retour sur ses propos consternants dans cette vidéo. Djokovic, moyen, Alcaraz miraculé, Hurkacz battu par le Labrador Fokinaz. Bienvenue chez les fous, c'est le programme exceptionnel de votre premier digest de Wimbledon. Ça fait plaisir et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec le GOAT, non pas du tout, Novak Djokovic qui a battu un record assez exceptionnel cet après-midi. C'est Je 7 et Mat qui nous le relaye, 80, le compte est bon grâce à cette victoire. Novak Djokovic est devenu le premier joueur à remporter au moins 80 matchs dans chaque tournoi du Grand Chelem. On a la liste bien entendu, Open Australie 82 victoires, Roland Garros 85 victoires. C'est assez étonnant d'ailleurs que ce soit à Roland Garros qu'il ait le plus de victoires alors qu'il a simplement 2 titres. Et puis on a à l'US Open 81 victoires. Quand on regarde la liste globale des vainqueurs en Grand Chelem sur les 4 levées, on a Rafa qui est évidemment le leader à Roland Garros avec 112 victoires, Roger à Wimbledon à 105 victoires, il a également le record à Roger à l'Open Australie 102 victoires, et à l'US Open c'est Jimmy Connors. Très bon partout, exceptionnel nulle part, ne serait-ce pas d'ailleurs le symbole de Novak Djokovic? Allez, on enchaîne avec la conférence de presse, on redevient un petit peu sérieux quelques instants, la conf de presse de Novak Djokovic en amont de ce tournoi de Wimbledon, et il y a des points super intéressants, comme toujours le Serbe c'est le joueur le plus intéressant en conf de presse. Vous avez remarqué d'ailleurs, je pense comme moi, que c'est le joueur auquel on pose le plus de questions politiques, et jamais il est vaincu en touche, c'est quelqu'un qui répond toujours franco, il donne ses sensations, ses opinions d'une manière extrêmement franche, c'est pour ça aussi qu'on apprécie Novak Djokovic. On lui pose la question notamment sur la vaccination, vous avez encore le temps de vous faire vacciner avant New York? Est-ce quelque chose auquel vous avez complètement fermé votre esprit en tant qu'option pour l'avenir? Et il dit oui, il se vaccinera absolument jamais par rapport au Covid. Et surtout, le point le plus intéressant de cette interview, ça a été son avis sur les athlètes russes et sur le ban qui a fait beaucoup jaser. Je vous le redis, je l'ai déjà dit il y a plusieurs semaines, mais je trouve que c'est une honte que Wimbledon ait décidé d'exclure des joueurs sur la simple base de leur nationalité. C'est contraire à l'esprit open qui règne depuis 68-69. Et lui, il le dit en tant qu'enfant d'une guerre, et même de plusieurs pendant les années 90, je sais ce que ça fait d'être dans cette position. Je ne peux pas dire que je suis entièrement d'accord pour interdire aux joueurs de tennis russes, aux joueurs de tennis biélorusses de concourir indéfiniment. Ils continuent en violet. Je ne vois tout simplement pas comment ils ont contribué à quoi que ce soit dans ce qu'il se passe. Ils méritent de jouer en vert. Ce sont des athlètes professionnels, évidemment, ils gagnent de l'argent, ils gagnent des points ATP, enfin pas là du coup à Wimbledon, en participant à des tournois, donc si on les banne, c'est pas bien. En bleu, il rappelle la situation en Serbie dans les années 90, de 92 à 96, aucun athlète de Serbie n'était autorisé à concourir sur la scène internationale dans aucun sport. Beaucoup à l'époque d'entre eux ont abandonné leur sport, donc comme toujours Novak, très précis, très engagé dans ses combats sur le court mais également à l'extérieur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec les positions de Novak? On bascule sur le deuxième favori de ce Wimbledon 2022 et c'est bien entendu non pas du tout, c'est Rafael Nadal, il le dit avant ce tournoi, je ne sais pas ce qui peut se passer, toujours un peu dans cette peau d'outsider éternel, Rafael Nadal, il adore se positionner là-dessus, 22 grands chelems quand même, on rappelle pour Rafael. Il a subi, juste après sa victoire à Roland Garros, une radiofréquence pulsée sur son nerf de son pied gauche. On apprend des trucs avec Rafael Nadal. Moi, j'étais pas un expert forcément sur le domaine médical, mais là, en suivant attentivement la carrière de Rafa, je suis devenu une sommité. Et donc, il le dit par rapport à cette pulsation. Premièrement, je peux marcher normalement la majorité du temps, en vert, presque tous les jours. Pour moi, c'était la chose la plus importante. Quand je me lève le matin, je n'ai plus cette douleur qui m'accompagnait depuis 1 an et demi. Et en bleu ciel, deuxièmement, à l'entraînement, je n'ai pas vécu une seule de ces horribles journées que j'avais quand je ne pouvais plus du tout me déplacer. Il y a bien sûr des jours meilleurs que d'autres, mais le feeling global est positif. Donc on a un Rafa rassurant. Bon, ça, vous l'avez lu certainement depuis que l'interview est sortie. Par contre, il y a un point qui est super pertinent que je voulais détailler avec vous. Alors on parle pas des accusations de dopage qui ont suivi les 10 jours après son succès à Roland Garros. Ça, franchement, c'était... comme ça, mais c'est plutôt sa capacité à effacer et répéter. C'est l'une des grandes forces de Rafael Nadal dans sa carrière, c'est d'oublier ce qui s'est passé avant et de se projeter encore et encore sur les choses qui vont arriver devant lui. Ça, c'est un des aspects, je pense, typiques des grands champions, pas simplement du tennis, du sport d'une manière générale. Il le dit en jaune, le passé est le passé. Je ne suis pas fan du fait de m'arrêter sur ce que j'ai accompli, parce que le sport ne vous laisse pas le temps de vous appesantir. En vert, j'ai apprécié tous ces moments, d'autant qu'ils étaient inattendus. Il parle de sa victoire à l'Australian
Wimbledon et à Roland-Garros, mais maintenant c'est le moment de regarder devant et de continuer. Et dernier point top dans cet échange, c'est sa mentalité quand il est sur un court de tennis, sa faim, son envie, son besoin de trouver des solutions, son amour de la compétition. Il le dit en bleu, hein, je ne veux pas y penser quand je vais sur le court, vous ne pouvez pas vous le permettre en compétition, sinon vous n'êtes pas concentré sur ce que vous avez à faire. Si quelque chose de mauvais devait finir par arriver, il faudra l'accepter. Donc Rafa, on le rappelle, mal au bras, le pied qui queen, les dents qui se déchaussent, et certainement outsider demain contre Cerundolo. Nous y sommes, c'est la partie que vous attendiez le plus dans cette vidéo, les mots de Benoît Paire par rapport à son dégoût du tennis. Et oui, les mots sont forts, les mots sont précis, ils sont carrés. Je me fatigue, on est qu'au premier jour, c'est horrible. Donc Benoît Paire, après sa défaite contre Quentin Halys, a dit « Le sport que je déteste le plus en ce moment ». On va lire ses propos, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il commence en jaune, je savais qu'ici ça allait être une exhibition un peu difficile, mais il y avait un peu d'argent à prendre et ça pouvait être bien. Il y avait un bon chèque à gagner au deuxième ou au troisième tour. C'est pas la première fois que Benoît Paire nous dit qu'il préfère l'argent au tennis, au plaisir du jeu. C'est quelqu'un qui a beaucoup joué pendant les confinements, qui s'est plaint des conditions, mais qui continuait à prendre les chèques des premiers tours. En violet, il poursuit, un dégoût du tennis, je vois des personnes pour ça, j'en sentais le besoin, je discute avec des spécialistes dans ce domaine, je fais un rejet de ce sport, ça me dégoûte quand je vais sur le court. Ces derniers temps, dès que je mettais le pied dessus, j'avais envie de fuir, donc ça ne servait à rien d'y aller. Bah du coup, pourquoi t'y aller? Tu vois, moi par exemple, j'aime pas l'anis, et du coup je bois pas de pastis, je bois du whisky, voilà, c'est simple. En bleu, quand je me retrouve sur un court, j'ai des boules d'angoisse, carrément, et surtout on lui rappelle ces contradictions, nombreuses contradictions. Benoît Paire, vous aviez annoncé vouloir faire une pause de tennis, mais vous êtes venu à Wimbledon quand même. Oui, c'était il y a pas si longtemps, c'était juste après Stuttgart, donc c'était le 6 juin, je vous laisse faire le calcul entre les jours. Non, c'est pas du tout ça, c'est ici, et il le dit en vert, de toute façon, pour une exhibe à 60 000 balles, franchement, moi je viens, quoi qu'il arrive, même si on me conseille de ne pas y aller. Donc voilà, en fait, tu peux pas te plaindre de pas te sentir bien. Si tu fais un truc que t'aimes pas, que tu viens juste pour l'argent, forcément tu te sens minable. Benoît voit donc certains spécialistes pour lutter contre cette profonde dépression. Il voit un psy et un hypnotiseur en bleu ciel. Je vois plusieurs personnes parce que je ne suis pas forcément heureux dans ma vie en ce moment. Ça c'est ok, tu peux être multimillionnaire et être triste, on connaît les bails, Osaka, etc. La dépression en tennis, la santé mentale, c'est un sujet qui est important, qui est lourd, mais il faut aussi faire des choses qui vont dans le sens d'une amélioration. Quand tu dis je vais faire une pause, mais qu'au final, 2 semaines après, on te retrouve à prendre un chèque à Wimbledon, il y a une incohérence. En jaune, c'est pour ça que je voulais faire une pause pour essayer de retrouver goût à ce sport. Je l'ai aimé et maintenant je le déteste. Et puis Benoît termine avec une petite menace de retraite. Je ferai de mon mieux pour aller mieux le plus vite possible, et si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, et si ce n'est pas l'année prochaine, j'arrêterai. J'ai des choses beaucoup plus intéressantes à faire à côté, donc tout sera positif quoi qu'il arrive. Justement, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'il trouve un certain équilibre et se dire, voilà, j'ai gagné tant d'argent, de prize dans ma carrière. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller courir les chécos à droite à gauche comme ça, mois après mois, en perdant au premier tour, en me tuant un peu la santé mentale? Franchement, je trouve qu'il y a des choses pratiques qu'il pourrait faire immédiatement pour aller mieux. Il a pas l'air de vouloir les faire, donc en fait, tu veux pas vraiment te plaindre dans ces cas-là. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Dis-moi tout! Et on enchaîne avec le coin tactique. La première rencontre qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le match entre Novak Djokovic et Kwon. Kwon qui a fait un très bon match, Novak à contrario qui a mis 2-7,5 à rentrer dans la partie. Tout s'est joué sur un point, je vais vous le montrer d'ici quelques instants, mais d'abord je souhaitais vous parler du jeu de jambes de Novak Djokovic et surtout sa relative raideur sur certains échanges. Ici notamment, il va être tout droit, il va avancer dans la balle, il va marcher dans la balle en fait avec une position extrêmement raide au niveau du haut du corps et au niveau des jambes, donc forcément quand vous êtes tout raide, la balle va sortir en longueur. Et ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que ça m'a rappelé à certains égards quelques matchs qu'il a disputés en 2021 contre Jack Draper notamment. C'était au premier tour de Wimbledon, il sortait de Majorque, il n'était pas encore exactement dedans, il lâche un set. Également contre Brooksby à l'US Open où il n'est pas forcément exactement dedans. C'est un joueur l'année dernière, même s'il remporte 3 grands chelems, qui lâche des sets ici ou là, alors que habituellement quand il fait les efforts au niveau du footwork, c'est un gars, là vous le voyez, on est sur la pointe des pieds tel un petit danseur de ballet. C'est un joueur qui mouline beaucoup, qui tricote énormément entre les points, c'est sa grande force, mais ça maintenant, j'ai l'impression, à 35 ans passés, il a un petit peu du mal à maintenir cette intensité au niveau du footwork. Et le gazon, ça trompe pas, les meilleurs joueurs de l'histoire sur cette surface, ce sont des joueurs qui ont un footwork absolument exceptionnel. On a Borg, on a Sampras, on a Federer, on a également Novak Djokovic, 6 fois vainqueur à Wimbledon, en immense partie grâce à son footwork et sa capacité à rester extrêmement bas. Un autre point que je voulais soulever avec vous dans cette partie, ça a été son incapacité également à bien se projeter dans la balle parfois et à se
retirer à l'impact, et ici notamment sur cette palette, on va avoir un revers trop long. Il va s'en vouloir d'ailleurs, il va maugréer un petit peu parce que il sait précisément ce qu'il doit faire. Donc il a été entre la raideur, l'économie, essayer de trouver ses marques. C'est normal, hein, c'est son premier match officiel sur gazon cette année après une exhibition la semaine dernière contre Félix Auger-Aliassime. Et puis on a eu le point, je pense, hein, l'exécution qui a complètement changé la donne de la partie. On a une balle de break pour Kwon, deuxième balle ici, et Novak Djokovic qui va envoyer un service gagnant pleine ligne à 182 km/h. À partir de là, on a retrouvé un excellent Novak, agressif, un peu plus précis au niveau du jeu de jambes. Ici, un service extérieur pour se débarrasser d'une balle de break. Très bon, hein, le petit service slicé court côté égalité, ça marche très bien pour Novak. On termine le quatrième set à 77% de première balle. Sur l'ensemble du match, il est à 62%, donc c'est monté crescendo. Une mise en route plutôt ok, ça n'a pas été exceptionnel, et c'est pas ce qu'on lui demande hein, exactement tout de suite. Ça va être de monter en régime jusqu'à la deuxième semaine. En tout cas, voilà des signaux plutôt rassurants pour Novak, je trouve. Deuxième rencontre en vitesse hein, dans ce coin tactique, avant de parler d'Alcaraz, mais comment ne pas mentionner ce match aux frontières du réel. C'était Scully et Mulder cette rencontre, je n'ai rien compris à ce que j'ai vu entre Fokina et Hurkacz. Enfin si, j'ai capté ce qui s'est passé. On a d'un côté un Hurkacz totalement indolent qui a complètement balancé la rencontre hein, dans le troisième set, il était plus du tout là au niveau du langage corporel, au niveau émotionnel, et puis Fokina qui peut tilt à tout moment. Donc là, 3 balles de match, 2-7-0, et qu'est-ce que tu fais? Service to winner, il va se laisser reprendre complètement, il va y avoir des interruptions pluie, on va se retrouver embarqué dans un cinquième set de tous les dangers. Donc on a tout eu, hein, des services à la cuillère, des décalages complètement foireux, ici par exemple Hurkacz qui va prendre la balle sur lui, qui va se faire cueillir dans un deuxième temps, Fokina qui a bien joué je trouve au niveau du slice, qui s'est fait très peu retourner notamment sur la deuxième balle, ça c'est vraiment une déficience hein, du côté d'Hurkacz, mais au final le résultat est quand même assez logique, hein. C'est celui qui en a le plus voulu, qui en a un peu plus fait, et Hurkacz de toute façon courait trop après ses sensations, le score, sa motivation, donc Fokina qui l'emporte d'une manière quand même assez logique je trouve sur l'ensemble de la rencontre. Et puis on a eu hein, la troisième partie, le gros match piège entre Alcaraz et Struff qui a bombardé le filet, qui est monté à 114 reprises pour 71 succès. Ici par exemple on rentre dans une deuxième balle, on va envoyer une pépite hyper rasante, et c'était certainement l'un des pires match-up hein, pour Alcaraz pour essayer de se mettre dedans, pour trouver de la confiance sur gazon, surtout qu'il s'est arrêté hein, après Roland Garros, il n'a pas joué au Queens, petite gêne au coude, mais Alcaraz qui a réussi à trouver un excellent service, un 31 ace au total dans cette partie, et surtout l'exécution, c'est ça sur gazon hein. On a parlé du footwork de Novak, la clé, le footwork, le service, mais également l'exécution de coups, et là par exemple hein, on a la balle de break à la fin du cinquième set, dans la moitié du combat, et forcément à cet instant là, Alcaraz il a l'ADN d'un champion, il va envoyer une pépito dans la diago, ça va faire mouche, et ce genre de match hein, ça me rappelle également sa victoire contre Ramos Vinolas à Roland Garros, c'est typiquement le genre de match à gagner où clairement tu vas grind de l'XP beaucoup plus rapidement. En tout cas Alcaraz hein, qui s'est sorti d'un piège assez velu. On bascule sur le coin prono sponsorisé par les poteaux de Sobet hein, qui m'accompagnent encore une fois toute la quinzaine de Wimbledon. Vous avez 4 challenges hein, cette fois-ci, plein de lots sympas à gagner, donc n'hésitez pas à participer, il y a le lien dans la description, rentrez le code promo SV, et là aussi hein, exceptionnellement pour ce Wimbledon vous aurez une analyse écrite à chaque jour de la quinzaine sur l'application, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Sobet. 3 pronostics demain pour vous sur l'application, j'ai Nadal qui bat Cerundolo en plus de 31,5 jeux, c'est une cote à 2,65, Draper qui bat Bergs à 1,33 et F2A qui se débarrasse de Cressy à 1,30. Vous avez également mon analyse sur l'appli du Kukushkin Brooksby, immanquable à l'analyse. On se retrouve demain pour un nouveau digest, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des fraises.